La question du pouvoir d'injonction du juge administratif, cette possibilité de donner des ordres, c'est une question qui dépasse le cadre hexagonal. Elle se pose ailleurs et je vous propose de voyager un peu. Alors nous n'allons pas voyager très loin. Nous allons aller en Allemagne. Alors l'Allemagne, c'est un peu sur la droite, mais c'est également sur la droite que ça va se passer, puisque je donne immédiatement la parole au professeur Jacques Mégauchier. Merci, Monsieur le Président. Un grand merci aux organisateurs qui nous chouchoutent depuis hier, et en particulier donc à Florent, qui me permet ainsi d'approfondir mes premières amours, mes recherches en droit administratif comparé. Pour comparer, il faut au moins deux objets, et parfois, lorsqu'on commence à comparer, il en émerge un troisième. Et de ce fait, il serait certainement plus juste de réintituler l'intervention « Pouvoir d'injonction, action française en déclaration de droit et action allemande en émission d'un acte administratif ». On verra pourquoi. Du côté allemand, pour commencer par le côté le plus exotique, le juge administratif dispose du pouvoir d'injonction depuis la loi relative à la juridiction administrative, loi du 21 janvier 1960. Le juge dispose de ce pouvoir dans le cadre du recours en annulation, dans le cadre aussi des procédures d'urgence. Ce qui fait la spécificité du droit allemand, c'est l'existence d'une autre action, d'un autre recours dit en émission d'un acte administratif. Pour les germanistes, la Verpflichtungsklage, donc l'action mot à mot en obligation. Cette action est prévue donc par le paragraphe 42 alinéa 1 de la loi, et elle permet au juge d'imposer à l'administration de prendre un acte qu'elle a refusé ou qu'elle a omis d'édicter. Alors cette action peut servir dans différents cas, soit pour faire face et pour surmonter juridictionnellement le refus de l'administration d'émettre un acte, par exemple lorsque l'administration refuse de délivrer un acte d'expulsion d'un appartement occupé par des occupants sans titre. Le recours en émission d'un acte administratif peut aussi servir pour faire face à l'inertie d'une administration débordée, et c'est un moyen de la rappeler à ses obligations. Et cette action sert aussi et surtout dans les régimes d'interdiction sous réserve d'autorisation. Par exemple, cette action peut être introduite en cas de non-réponse à une demande d'autorisation d'un permis de construire pour certaines exploitations, et dans ce cas-là, lorsque l'autorisation est indispensable pour une telle exploitation. Ce recours dispose donc de plusieurs atouts qui pourraient séduire le juriste français. On le sait, le droit administratif allemand, tel qu'il a été remodelé et réorganisé après la Seconde Guerre mondiale, fait souvent figure de modèle en Europe, tant au niveau des pouvoirs du juge que de la protection des droits des administrés. A l'inverse, le droit français, même s'il existait des injonctions avant l'injonction, connaît un certain retard en la matière. De ce fait, l'action allemande en émission d'un acte administratif a pu régulièrement servir de source d'inspiration. Elle a été évoquée et décrite à de nombreuses reprises par la doctrine française. Alors la comparaison serait certainement très intéressante pour déterminer comment le droit allemand a pu exercer une influence sur le droit français en ce qui concerne les injonctions, ou pour déterminer si les droits des administrés sont mieux protégés dans un État que dans un autre. Au risque de décevoir, dans les deux cas, il n'est pas possible d'apporter une réponse, la quantification est impossible, ne serait-ce que parce que les biais susceptibles de biaiser les résultats sont très importants. Par exemple, l'action en émission d'un acte administratif est précédée en Allemagne d'un recours administratif préalable obligatoire. Donc on ne parle pas exactement de la même chose en France et en Allemagne. En revanche, ce qui me semble plus intéressant, c'est de voir la manière dont le droit allemand va être utilisé et plutôt même instrumentalisé dans le débat relatif aux injonctions. Et finalement, plus que sur le fond du droit, c'est sur le discours qu'il faut insister, c'est là-dessus qu'il faut se focaliser, puisque depuis 50 ans, l'action en émission d'un acte administratif existe en Allemagne, et pourtant le traitement qui lui a été réservé en France a pu différer selon les époques. On distingue au moins trois phases.
La première, en 1983-1984, se situe aux origines, finalement, de l'action française en déclaration de droit. Et paradoxalement, il faudra voir que cela correspond à une ignorance du droit allemand. La deuxième phase, qu'on peut situer au milieu des années 90, dans cette phase, on assiste à une assimilation de l'action en déclaration de droit à l'action allemande en émission d'un acte administratif. Donc on a ici une certaine résurgence du droit allemand. Et pendant la troisième phase, à l'heure actuelle, on va voir que finalement le droit allemand suscite encore une certaine attirance, alors même que le droit français a fortement évolué depuis. Reprenons donc les trois époques. Premier temps, l'ignorance. La paternité de l'action en déclaration de droit à la française revient incontestablement à Jean-Marie Oerling. Dès 1983-84, lors du colloque qui célèbre le 30e anniversaire des tribunaux administratifs, il pointe un certain nombre de lacunes relatives à la procédure et au pouvoir du juge administratif français. Il souligne en particulier l'insuffisance du recours pour excès de pouvoir pour l'annulation des décisions négatives. Il préconise alors, je cite, « la reconnaissance d'une action de type nouveau, permettant au juge de constater directement les droits d'un particulier et réciproquement les obligations de l'administration, cette action qu'il appelle l'action en déclaration de droit. » Et puis, au fur et à mesure de ses contributions, il va détailler les contours de cette nouvelle action en proposant un mode d'emploi dès les années 80. Cette action, nous dit-il, doit permettre de demander au juge de dire que le requérant dispose d'un droit à ce que l'administration agisse dans un sens déterminé si la situation légale impose à l'administration d'avoir ce comportement. Que doit donc faire le juge? Il doit examiner tous les points de droit soulevés par le litige, sans se limiter à ceux que soulèvent les parties. Il doit se placer à la date du jugement et ne pas tenir compte des vices de procédure. En cas de compétences liées, le juge vérifiera que l'instruction a correctement porté sur les conditions légales de la décision. Et en cas de pouvoir discrétionnaire, il faudra seulement vérifier que l'usage des pouvoirs n'a pas été fautif. L'intérêt principal du recours tient au fait que le juge administratif va déclarer que l'administration a obligation d'émettre un acte. Ce qui sera intéressant surtout pour le contentieux de l'annulation des décisions négatives. Par exemple, et concrètement, il nous donne un exemple, en cas de licenciement d'un agent public, le juge doit se prononcer sur le caractère légalement justifié ou non du licenciement et pas seulement annuler, par exemple, pour une illégalité externe. Ce qui me semble important de noter, c'est qu'à aucun moment dans les articles qu'il consacre à la question, il ne fait référence au droit allemand. Et il ne fait pas non plus référence à l'action donc en émission d'un acte administratif ou à une quelconque volonté d'introduire une procédure en droit français sur le modèle de la procédure allemande. Et à l'inverse, lorsqu'il évoque l'action allemande, il ne la rapporte pas à l'action en déclaration de droit. Pourtant, il connaît ce recours, on le sait, il a une bonne connaissance du droit allemand, il y a une certaine proximité géographique, il maîtrise parfaitement la langue. Il a probablement pu s'inspirer de la loi relative à la juridiction administrative allemande, mais il va clairement distinguer l'action en déclaration de droit en France et l'action allemande en émission d'un acte administratif. Alors, ça peut paraître paradoxal puisque le rapprochement semble fournir un argument imparable. L'action en émission d'un acte administratif existe en droit allemand, elle permet une meilleure protection des droits des individus, donc il faut l'introduire en droit français. Et pourtant, cette ignorance n'est pas complètement anodine. À mon avis, mais je peux me tromper sur ce point, Jean-Marie Oerling va opter pour une autre approche parce qu'il sait à l'époque le juge et le législateur peu sensibles, voire hostiles à l'argument de droit comparé. Sa démarche est donc autre et il va plutôt tenter de banaliser l'action en déclaration de droit pour mieux la faire accepter.
Il le dit dans ses articles, il ne s'agit pas du tout de reconnaître un pouvoir d'injonction au juge administratif. Le juge, avant 1995, a déjà le pouvoir de constater que l'administration doit édicter un acte administratif. En réalité, selon lui, ce n'est pas tant un problème de pouvoir du juge que d'une mauvaise utilisation de la frontière entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux. Donc toute une première période au cours de laquelle le droit allemand n'est pas invoqué alors qu'on aurait pu s'y attendre. Deuxième temps, ce que j'ai considéré comme une résurgence, puisque se référant à l'action en déclaration de droit telle que formée par Jean-Marie Oerling, de nombreux auteurs vont, dans la décennie suivante, s'intéresser à cette action, et en particulier dans les années 95, au moment où va être discutée la loi relative aux injonctions. Et là, le discours doctrinal va connaître une mutation. Les auteurs vont rapprocher ce que le père avait disjoint. L'action en déclaration de droit va être assimilée à l'action en émission d'un acte administratif, et dans plusieurs articles, finalement, on trouve des explications selon lesquelles l'un ou l'autre expression n'est qu'une traduction de la même chose de la Verpflichtungsklage allemande. Et à mon sens, le choix d'un ou de l'autre terme est vraiment loin d'être neutre, et il serait peut-être intéressant de s'interroger ou d'interroger les auteurs sur les raisons de cette assimilation, parce que Jean-Marie Oerling ne pensait pas à l'action allemande, alors que les auteurs qui vont, à partir des années 90, se référer à l'action en déclaration de droit, eux, font référence au modèle allemand. Et en effet, un certain nombre d'auteurs, parmi lesquels Parazewski Mourzouraki, Fabrice Melleret ou encore David Bayeul, vont s'interroger sur les injonctions telles qu'elles vont exister ou telles qu'elles existent à partir de la loi de 1995, d'une part, et sur l'injonction telle qu'elle existe dans l'action en émission d'un acte administratif, d'autre part. Alors, beaucoup de choses ont été dites à l'époque. Pour faire bref, quand même, il faut en dire un peu plus sur cette action. L'action allemande en émission d'un acte administratif ne concerne déjà que les actes individuels, puisque le recours contre les actes réglementaires ne se fait pas devant le juge administratif en Allemagne. Ce recours est recevable lorsque l'acte est illicite, porte atteinte aux droits subjectifs du requérant, et il faut que l'affaire soit en état d'être jugée. Qu'est-ce qu'une affaire en état d'être jugée? Enfin, pour qu'elle soit en état d'être jugée, il ne faut pas que subsiste d'imprécision de fait, donc les faits ne doivent pas être trop complexes, et l'administration ne doit pas disposer de marge de manœuvre. Dans ce cas, la loi de 1960, et c'est en particulier son paragraphe 113, va détailler les pouvoirs du juge. Le juge va commencer par examiner tous les motifs de refus d'édicter l'acte et tous les moyens d'illégalité. En cas de compétences liées, le juge impose à l'administration d'édicter l'acte. En cas de pouvoir discrétionnaire, il renvoie l'affaire à l'administration avec obligation de statuer de nouveau sur la demande. Donc là, on reconnaît quand même une indéniable proximité avec les injonctions telles qu'elles sont prévues dans le Code de justice administrative. Donc finalement, on a un certain alignement des pouvoirs des juges administratifs français et allemands. Dans les deux cas, ces pouvoirs trouvent leur fondement dans un régime législatif. Le juge administratif peut enjoindre à l'administration d'émettre un acte, et dans les deux États, on retrouve cette distinction entre compétences liées et pouvoir discrétionnaire, avec le même argument. Au nom de la séparation des pouvoirs, le juge administratif, aussi bien français qu'allemand, ne peut pas se substituer à l'administration. Il ne peut, en cas de pouvoir discrétionnaire, qu'imposer à l'administration de reprendre un autre acte, de statuer de nouveau. Alors, on a tout de même un certain nombre de différences, notamment au niveau des recours, puisque en droit français, l'injonction va être liée au recours pour excès de pouvoir, alors qu'en droit allemand, on peut directement demander à l'administration
et au juge d'émettre l'acte administratif sans passer par le contentieux de l'annulation. Toute l'émulation créée par la loi du 8 février 1995 n'a pas duré, les comparaisons se sont progressivement taries et pourtant la comparaison pourrait encore être riche d'enseignements. C'est le troisième temps, l'attirance. Le combat doctrinal en faveur de l'action en déclaration de droit, alors soit la version Whirling, soit la version remodelée, s'est concentré dans le recours pour excès de pouvoir et notamment à partir des lacunes du REP. Par la reconnaissance du pouvoir d'injonction dans le cadre de la loi du 8 février 1995, les droits des administrés auraient été renforcés. Cela est indéniable et pourtant, pour rebondir sur les limites des injonctions, il faut reconnaître que l'œuvre est encore perfectible, peut-être moins dans le contentieux de l'excès de pouvoir que dans celui du plein contentieux, et en particulier dans un plein contentieux dont il a très peu été question, dans le plein contentieux de la responsabilité. Et là, finalement, une nouvelle extension des pouvoirs du juge administratif sur le modèle allemand serait envisageable. Et on songe en particulier à l'auto-limitation que continue à s'imposer le juge administratif dans le cadre de la réparation et plus particulièrement de la réparation en nature. À mon sens, c'est une injonction comme une autre. Pourquoi finalement la réparation en nature ne constituerait pas une injonction? Il s'agit bien d'une exécution du jugement. Et dans ce cas-là, pourquoi le juge administratif s'impose-t-il cette auto-limitation? À cet égard, donc, le droit allemand pourrait servir de modèle puisque plus qu'une action en déclaration des droits, c'est une action en protection ou en rétablissement des droits qu'il propose. Il y a pour cela deux versants. Par le premier versant, finalement, le requérant peut exiger de l'administration une remise en état de la situation antérieure lorsqu'un acte administratif illégal a été exécuté. Donc là, on peut éventuellement reconnaître l'arrêt Rodière. Plus intéressant, cette exigence va être transposée même en l'absence d'acte, lorsqu'une situation matérielle est illicite, que cette illicéité perdure et porte atteinte à un droit subjectif. Le requérant peut alors demander le rétablissement de la situation antérieure. On est donc bien proche d'une réparation en nature. Il existe pour cela, en droit allemand, une action générale qu'on appelle donc action tendant à l'obtention d'une prestation. Ce recours n'est pas expressément mentionné dans la loi relative à la juridiction administrative, mais il découle de plusieurs dispositions textuelles. Ce recours va être utilisé donc dès qu'il n'y a pas d'acte, mais une action matérielle. Alors, par exemple, pour prévenir un risque de dommage à l'avenir. Ou alors, elle permet aussi au juge administratif d'ordonner la remise en état d'un terrain endommagé par des travaux. Ou encore, de prescrire à l'administration de prendre des mesures lorsque le requérant habite en proximité d'un ouvrage public, par exemple un stade de foot, et des mesures vont devoir être prises pour réduire les émissions sonores. En France, ce sont à l'heure actuelle les procédures de référé qui permettent de pallier cette lacune, en particulier le référé liberté et le référé mesures utiles s'agissant des dommages de travaux publics. Une protection optimale des droits des administrés supposerait pourtant de ne plus limiter cette mesure aux procédures d'urgence et de l'étendre aux autres recours, en particulier aux recours en responsabilité. Pourquoi, en effet, ne pas reconnaître au juge administratif la faculté de contraindre l'administration à une obligation de faire, la faculté de lui enjoindre de réparer réellement le préjudice causé grâce à la réparation en nature? En définitive, qu'ils servent plus ou moins de source d'inspiration, de réflexion, voire d'argument, le droit allemand continue donc à nourrir la réflexion sur les pouvoirs du juge administratif français et incite encore à perfectionner l'œuvre, peut-être à faire, pour reprendre les expressions de ce matin, sauter des verrous ou pour aboutir à une désinhibition totale pour que l'injonction ne soit définitivement
flux étrangères au pouvoir du juge.